passer maintenant à la partie plus liée à l'économie. Quels sont les liens qu'entretiennent de manière générale les systèmes économiques avec l'énergie? Alors, ils n'entretiennent pas de lien, c'est justement ça le problème. Je vais commencer par une petite blague. Si la Terre avait un comptable, la Terre pourrait avoir un comptable. Le comptable pourrait vous dire, messieurs les hommes et les femmes, pas oublier les femmes, à chaque fois que vous retirez un peu de pétrole dans un puits de pétrole, ce pétrole ne se reformera pas, parce qu'il faut 50 à 300 millions d'années pour faire du pétrole. Donc vous allez me passer une dotation aux amortissements pour avoir supprimé un peu des stocks de pétrole. Puis à chaque fois que vous retirez du minerai de cuivre d'une mine, vous allez me passer une dotation aux amortissements. Pour tout le monde sait ce que c'est qu'une dotation aux amortissements ou pas? Non. Ah, voilà. J'ai commencé par ça. Quand vous faites de la comptabilité d'entreprise, vous avez deux manières de comptabiliser ce que vous payez, les charges. Vous avez les charges courantes, pour lesquelles vous comptabilisez la totalité de la dépense au moment où vous sortez l'argent. Vous achetez une ramette de papier, c'est les charges courantes. Donc ça, vous comptabilisez la totalité de la dépense au moment où vous achetez votre ramette. Et puis, vous pouvez acheter des choses qui sont des stocks ou des actifs. Donc par exemple, vous achetez un stock de vis parce que vous êtes un fabricant de plaques avec des vis dedans. Et votre stock de vis, il va vous durer 5 ans. Vous achetez le stock et à ce moment, en comptabilité, vous ne passez pas en charge la totalité de l'achat du stock au moment où vous l'achetez. Ce que vous allez passer en charge, c'est la fraction du stock que vous concevez dans l'année. D'accord ? Si vous achetez une machine qui dure plusieurs années, vous achetez des fauteuils, là par exemple, vous dites qu'ils vont durer 10 ans, vous allez comptabiliser dans vos charges 1/10 du prix d'achat du fauteuil chaque année. D'accord ? Donc en fait, vous avez une opération qui s'appelle une dotation aux amortissements. J'amortis, je diminue la valeur de ce que j'ai dans mon actif d'une petite fraction tous les ans. Alors ce principe de dotation aux amortissements, évidemment, en macroéconomie, on ne l'applique pas. C'est-à-dire quand je fabrique un fauteuil, j'ai pris du minerai de fer dans la croûte terrestre, à aucun moment j'ai diminué la valeur résiduelle des stocks de minerai de fer. Je pourrais le faire, je ne le fais pas. J'ai utilisé du charbon métallurgique pour faire l'acier. J'ai diminué les stocks de charbon. Il a fallu 300 millions d'années pour faire du charbon, c'est l'histoire d'une fois, on ne recommencera pas. Donc je pourrais... Voilà. Et puis il y a un deuxième truc que j'ai pas fait dans cette histoire, c'est passer une provision pour risque. Alors c'est pareil dans la comptabilité des entreprises, quand vous faites quelque chose qui vous met en danger pour l'avenir, par exemple vous virez avec pertes et fracas un salarié qui va aller porter plainte au prud'homme, eh bien vous passez dans vos comptes une provision pour risque, c'est-à-dire vous dites là, oh là il y a un risque que je paye quelque chose plus tard, donc crac, j'inscris tout de suite la charge correspondante dans mes comptes. Alors avec le changement climatique, par exemple, à chaque fois que j'ai fabriqué un fauteuil, j'ai mis du CO2 dans l'atmosphère, j'ai contribué au changement climatique, ça va m'occasionner des dégâts plus tard, j'ai pas passé de charge pour ça. Alors maintenant, je vais vous parler de la Station Spatiale Internationale. Vous savez tout ce que c'est que la Station Spatiale, là, le terrain de jeu de M. Pesquet. Bon. Ça vaut 100 milliards de dollars, ce joujou. Donc pour mettre une grosse boîte de conserve là dans l'espace, 100 milliards de dollars. Alors cette boîte de conserve, qu'est-ce qu'elle vous assure comme service ? Elle vous assure la possibilité de pouvoir respirer, d'accord ? Parce que sinon, dans le vide intersidéral juste à côté, pour ceux qui ont vu Gravity, on ne respire pas bien. Elle vous assure la possibilité de ne pas mourir congelé. Parce que toujours pareil, dans le vide intersidéral juste à côté, là il fait assez froid, quelques degrés Kelvin, pas beaucoup plus. Et puis, elle vous assure de pouvoir boire, même s'il faut monter un peu d'eau dans la station en recyclant vos propres urines, mais je ne vous ai rien dit. Bon. Donc, 3 services, un cycle de l'eau élémentaire, une atmosphère respirable, le fait de ne pas mourir congelé. 3 services, 15 milliards de dollars par personne. Bon. La Terre nous offre ces 3 services-là, plus 30 millions d'espèces vivantes, plus des minerais, plus un océan, plus un système climatique, plus la neige qui tombe à Noël les bonnes années, plus etc. Enfin bon, bref, tout un tas de trucs. Donc je dis, la Terre vaut au moins 15 milliards de dollars par personne. Un minorant, d'accord, ça ne peut pas valoir moins. Bon. Notre activité économique aujourd'hui mange une partie de ce capital tous les ans. Nous mangeons aujourd'hui le stock de combustibles fossiles à hauteur de l'ordre d'1% par an. Nous mangeons le stock de minerais à hauteur de 1 pour 1000 à 1% par an, ça dépend des minerais. Nous mangeons le stock de poissons à hauteur de 1% par an, le maximum des captures en mer, c'était 1995. Une partie des gens dans la salle étaient peut-être même pas nés. Ouais, pas loin, faites pas la maligne. Donc, le capital naturel, on peut considérer aujourd'hui qu'on le mange à hauteur d'au moins 1%. Alors moi, je vais être conservateur, je vais dire 1 pour 1000. Donc 15 milliards de dollars par personne, le capital naturel. J'en mange 1 pour 1000 par an. J'ai donc une dotation aux amortissements à passer de 15 millions de dollars par an. On est d'accord ? Et par personne. En face de ça, la production économique, ce qu'on a coutume d'appeler la création de richesse, c'est 15 000 dollars par personne et par an, le PIB par personne.
Donc le système Terre, aujourd'hui, s'il avait un comptable, le comptable nous collerait à la barre du tribunal de commerce en disant « Les mecs, vous êtes en faillite. Chaque année, vous dépensez 1000 fois plus que ce que vous gagnez. » À la barre du tribunal de commerce. Bon. Donc, c'est quoi le rapport qu'entretient, c'était la longue réponse à la courte question, l'économie avec l'environnement? La réponse est 0. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce que quand l'économie classique, celle qu'on enseigne aujourd'hui à Sciences Po, je suis désolé d'être un peu désagréable, a été théorisée, eh bien, les économistes classiques ont dit on va s'occuper de ce qui est rare, c'est ça l'économie. À l'époque, est-ce que les ressources naturelles sont rares? Non, je le rappelle, on est encore une fois 500 millions d'agriculteurs sur une terre immense, donc les ressources naturelles, on s'en fout. Les seuls facteurs limitants pour la production d'origine humaine, c'est la paire de bras, le nombre de paires de bras qui peut travailler, donc on va s'occuper du travail, et le capital humain qu'on est capable de mobiliser, donc on va s'occuper du capital, dans lequel il y avait quelque chose qui s'apparente des ressources naturelles, parce qu'il y avait la terre, mais en fait c'était la terre cultivable, c'était la terre possédée par les hommes. Bon, la terre possédée, l'Antarctique à l'époque était toujours pas dans les comptes économiques. Et puis cette approximation au premier ordre, qui a même été explicitée de manière magistrale par Jean-Baptiste Say dans son traité d'économie politique, où il écrit « Les ressources naturelles sont gratuites, car elles sont illimitées ». Moi je t'écris, bon, ça a le mérite d'être utilisé. Eh bien, il a dit ça il y a 2 siècles, mais rigolez, sauf qu'aujourd'hui c'est toujours l'économie qu'on enseigne. C'est toujours l'économie qu'on enseigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction de production est une fonction du capital et du travail. Et quand M. Solow dit « je vais expliquer la croissance par la croissance du capital et du travail », il rate les 3/4 de ce qu'il observe. Et donc il fait une équation qu'on ajuste ex post, c'est quand même le truc le plus hallucinant que j'ai jamais vu. On fait une équation fausse qu'on rend juste en l'ajustant ex post tous les ans. Si n'importe qui dans cette salle qui travaille dans une entreprise fait les comptes de l'entreprise comme ça, je vous jure, il ne reste pas longtemps. Hein. Bon. Donc la macroéconomie aujourd'hui, elle est fausse de A jusqu'à Z, parce qu'elle a oublié que pour faire des fauteuils, il faut certes des ouvriers pour transformer des ressources, il faut certes des machines, mais il faut des ressources pour alimenter la machine, et il faut l'énergie pour alimenter la machine. Donc si vous n'avez pas les ressources qui nous entourent, dont l'énergie, votre production est nulle. Donc si vous mettez des banquiers compétissants et des travailleurs motivés au milieu du vide intersidéral, leur production sera rigoureusement nulle. 0. Pourtant, on a l'impression que quand on a le... Merci. Pourtant, on a l'impression que pour créer des richesses, on a besoin d'utiliser de l'énergie, on a besoin Donc il y a quand même un lien entre la croissance économique telle qu'on l'entend et la consommation de ressources. Oui, mais on a inversé le lien. C'est-à-dire que là où c'était une condition nécessaire, on en a fait une commodité appelée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est vu comme un truc qui s'achète. Et comme soit dit en passant, ça vaut quelques pourcents des dépenses. Regardez une entreprise comme la SNCF, sur le devant de l'actualité, mais pour d'autres raisons, c'est quand même une entreprise qui exploite d'énormes machines. Un TGV, ça fait je sais pas quoi, 10-15 mégawatts. Il y en a des centaines. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise industrielle. C'est le premier consommateur industriel d'électricité en France, hein, la SNCF. Donc, c'est quand même une énorme machine industrielle, la SNCF. Hein. Bon. Eh bien, dans une entreprise comme la SNCF, l'énergie, c'est 3% de leur charge. Bon. Donc, si vous supprimez l'énergie de la SNCF, il n'y a plus un train qui avance. Si vous supprimez 3% de la masse salariale, ça pose aucun problème, n'en déplaise aux cheminots. Donc, c'est bien la preuve que la part dans les charges n'est absolument pas proportionnelle à l'importance de l'énergie dans le système économique. D'accord ? On voit ça comme c'est un peu comme si je vous disais votre pancréas c'est je sais pas combien, votre cervelle c'est 2% de votre masse, donc on va dire le pancréas c'est 0,2%, donc je vous le vire, c'est pas grave, ça sert à rien. Je vais baisser votre efficacité de 0,2%. Un peu plus compliqué que ça. Donc la dépendance de l'économie à l'énergie n'est absolument pas reflétée par sa part dans les charges. De même que la dépendance de votre foyer à l'électricité n'est absolument pas reflétée par la part de l'électricité dans vos charges. Si demain matin je vous coupe l'alimentation électrique d'un logement pour 6 mois, vous assurez que assez rapidement vous allez avoir un certain nombre de problèmes à l'intérieur. Bon. Donc vous avez, et si je coupe l'électricité pour 6 mois dans une ville, bon, je pense que la moitié des gens y meurent. Plus de transport, plus de chaîne du froid, plus d'alimentation, plus d'eau. Commence à poser quelques petits problèmes, quoi. Donc la dépendance systémique à l'énergie n'est absolument pas représentée par sa fraction dans les coûts. Et donc en économie, c'est un truc qu'on ne comprend pas.
c'est-à-dire que comme les gens ils pensent euro, ce qui n'est pas complètement illogique pour des gens qui s'occupent d'économie, ils pensent que l'énergie c'est un truc dont il faut s'occuper parmi d'autres choses et que c'est quand même plus important de s'occuper des retraites. Et moi ce que je dis c'est sans énergie il n'y aura pas de retraite de toute façon, pas tellement la peine de s'en occuper.